Aurélie Aimé. Yann-Éric. J'ai envie de dire avec les initiales d'Aurélie Aimé. Pas mal, ouais, j'avais Sur pas. méfie-toi avec moi. Tu sais. Alors, je suis très content de découvrir Aurélie Aimé, que bon nombre connaissent, mais pas moi. Je viens de te découvrir grâce à cet ouvrage aux éditions Le Lotus et l'éléphant, Tout à fait. Les lieux sacrés et mystérieux, aux éditions Lotus et l'éléphant. Exact. Une très belle iconographie, des belles photos de tous ces lieux en France qu'il faut visiter, qu'il faut vivre in situ pour ressentir les bonnes énergies, entre autres. Beaucoup d'auteurs t'ont suivi pour donner des informations sur certains lieux, et c'est pas tout le temps le même auteur. Il y a même Vincent Lauvergne, qu'on connaît bien sur Élébration, qui a participé à cet ouvrage. Alors comment a été fabriqué Lieux sacrés et mystérieux, et qui est Aurélie Aimé? Vous comme moi, j'aimerais bien le savoir. Suspense insoutenable. Alors, en effet, donc ce livre m'a été confié, l'écriture de ce livre m'a été confiée par Le Lotus et l'éléphant, et j'ai aimé le projet, d'autant plus que j'étais libre, totalement libre des lieux et des intervenants. C'est moi qui ai suggéré pour chaque lieu de choisir un spécialiste, n'ayant pas visité tous ces lieux, et l'éditeur n'ayant pas les moyens de m'offrir le billet de train pour... voilà. Quel dommage. À mon grand regret. Donc, j'ai souhaité déjà mettre en avant des personnes que je connaissais, des spécialistes que je connaissais, notamment Vincent Lauvergne, que j'adore, que j'ai déjà interviewé plusieurs fois, notamment pour l'INRES, qui est, on peut dire, un bon copain. Priscille Deneux, qui est historienne et guide, conférencière. Deux nœuds. Elle va être contente. Qui est super. Thierry Gauthier, qui est géobiologue et puis qui est aussi humainement une très belle personne. Voilà, donc il y a des géobiologues, des architectes géobiologues, des historiens, des francs-maçons qui nous parlent de symbolique, de la pierre, etc. Et voilà un petit peu la genèse du livre. J'ai choisi les lieux, certains parce que je les connaissais et que je les aimais. Et puis j'ai laissé libre les spécialistes de me donner quelques lieux que je connaissais moins, que eux connaissaient, mais voilà, qui étaient moins connus du grand public. Je voulais qu'il y ait un peu des deux. Il y a des découvertes au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Voilà. Alors c'est rangé par région. Tout à fait. J'ai pas eu le temps de compter combien de lieux sacrés ou mystérieux sont présentés dans cet ouvrage. J'allais dire tome, parce que je me demande s'il ne va pas y avoir un deuxième tome. J'espère. J'espère. Il y en a 50. Il y en a 50 déjà. 50. Et les dom-toms... c'est vrai. Alors certaines régions sont un peu passées à c'est la France. C'est vrai, c'est très juste. Alors j'ai trouvé moins de choses dans ces zones-là. Et certaines régions sont passées à l'as. Et pourtant, parce que la Réunion... Oui, c'est au lieu spirituel, c'est vrai. J'ai souhaité mettre en avant aussi des lieux que je connaissais bien, puisque étant lyonnaise, il y a plusieurs lieux à Lyon. On tourne vers Aurélie Aimé maintenant. Voilà. Donc on a une info, elle est lyonnaise. Et elle est journaliste, parce que je note au fur et à mesure, et elle travaille pour l'INRES, entre autres. Entre autres. Voilà, aussi pour, qu'est-ce que c'était Inexploré, le magazine de l'INRES. Kaizen. Ça peut faire plaisir. Kaizen, qui est un magazine tourné sur les solutions durables et l'écologie, etc. Native, qui est un magazine autour des peuples premiers, qui est un super magazine que je vous invite à découvrir. Voilà, qui est donc journaliste, en résumé. Voilà, à moins que tu veuilles encore vendre un truc, mais... Non, simplement journaliste et passionné, donc je ne travaille que pour des magazines dont les sujets me parlent, me questionnent. Voilà. Et tu as un site où on peut en savoir un petit peu plus sur toi. Tu as bossé sur M6. Tout à fait. J'ai démarré ma carrière... je travaillais pour l'émission 100% Mag. Mais il n'y avait rien d'ésotérique dans l'affaire. Rien du tout. C'était une opportunité. Après mes études de journaliste, on m'a proposé un stage. Je suis tombée dans une rédaction exceptionnelle, exceptionnellement humaine, gentille. Et le stage s'est transformé en CDD. Et le CDD s'est transformé... est resté un CDD pendant 6 ans. C'est un autre sujet. Mais j'ai eu l'opportunité de présenter des chroniques. 2 chroniques par semaine, sur 2 sujets qui me tiennent aussi à cœur, la récup,
Donc Oui. le fait maison et les astuces de grand-mère. Je suis très tournée vers Très une grand-mère. vie simple en fait. Voilà, non, l'autonomie, une vie Oui. simple, savoir faire les choses soi-même. Bien-être. Voilà, le Voilà. plaisir du temps long, se regrouper pour faire des sachets de lavande. Oui, et d'accord, mais on voilà, n'a pas à le temps sur l'ancienne. élévation parce qu'il faut qu'on se dépêche. Parce Je vous ai vu bailler. Non, mais ce que je voudrais savoir, c'est exactement qui est derrière la professionnelle. Ah. Aurélie Aimé. Depuis l'âge de 12 ans, tu étais quand même déjà versée vers l'étrange, le mystérieux ou juste le sacré. Oui, alors bon, j'ai un peu baigné dedans. Ma mère est férue d'astrologie. Ça Et commence. autour de 12 ans, effectivement, j'ai vu une émission sur le magnétisme et je me suis dit, qu'est-ce donc que cela? Et puis, j'ai testé sur mes petites cousines à l'époque et Qu'est-ce que tu as fait sur tes cousines? j'ai magnétisé. Ah, Euh, oui. j'ai magnétisé et les résultats étaient là. Je me suis dit, mais Quel qu'est-ce qui se résultat? passe? Attends, non, mais alors, Alors- parce que tu es magnétiseuse alors. Eh ben, il faut croire. Mais qu'est-ce que tu as soigné à tes cousines? J'avais une de ma petite cousine, Laurie, qui avait une éruption cutanée. Laurie, Voilà. Laurie, c'est ma meilleure amie. Ah, Pour ceux qui aiment les chansons. Non, t'es pas obligé de rire à toutes mes bêtises, parce que sinon, franchement, Mais c'est plus pathétique, là. plus c'est con, plus ça me Oui. fait rire. Et là, c'est très con. Donc, Elle avait quoi? Elle avait une éruption cutanée. Je sais pas si c'était une allergie ou peu importe. Oui. Elle mettait des crèmes, des choses, Où ça ça? passait pas. Sur tout le corps, c'était Ah. vraiment. Tu vois, j'ai des boutons sur le front, si tu peux me les enlever en même temps Je que sais pas, tu- parce que moi-même, j'en ai quelques-uns, Ouais. ça marche pas sur moi. Et puis j'ai un peu, Alors, t'as fait quoi? j'ai reproduit ce que j'ai vu dans le reportage. J'ai placé mes mains au-dessus d'elle, et puis j'ai imaginé que j'absorbais sa maladie, son mal, et que je l'envoyais dans la terre, voilà, que je le recyclais en quelque sorte. Et le lendemain, elle avait plus rien. Et là, je me suis dit, mais nous aurait-on caché des choses? Voilà, je me suis dit, waouh, il y a plus à découvrir que ce qu'on nous donne à voir, Ou la fameuse pommade à acheter. ou que la pommade Ouais. de la pharmacie. Ouais. Euh, Mais alors, précisément, tu l'avais dit tout haut, ce que tu pensais, rejeter dans la terre non, c'était intérieur, Ah oui, donc, j'ai une posture intérieure. tu l'as pas trop manipulé intellectuellement ou Pas du mentalement. tout. Non, et puis honnêtement, là, c'était un peu un jeu d'enfant, là, Oui, 12 ans. tu t'es par-dessus la jambe tu aussi, vois. oui. Mhm. Voilà, Et je me suis tu dit, n'as fait ça- que répéter ce que tu avais vu J'ai à la répété télé. ce que j'ai vu, voilà, Ouais, c'était en marrant, imitant parce que, du cœur. C'était quand même pas une voix qui te disait mais Pas là-bas. du tout. Non, J'ai répété ce que j'ai vu, À la et télé. sans a priori, sans moquerie aucune, vraiment juste pour voir, pour expérimenter. Et ça a marché. Bon. Et, et suite à ça, ça devait être 2-3 ans après, je suis tombée sur un livre d'Elisabeth Kubler-Ross, autour de, je crois que c'est La mort est un nouveau soleil, autour des expériences de mort imminente. À cette époque, ma famille était endeuillée parce que ma tante est morte en couche. Ce qui était un gros drame familial, et j'ai trouvé dans cette littérature des réponses à notre à notre détresse, ou en tout cas voilà, j'ai découvert qu'il y avait peut-être autre chose, que peut-être ma tante avait pas totalement disparu, et j'ai dévoré, suite à ça, tous les Elisabeth Kubler-Ross, ensuite Raymond Moody, Pim van Lommel, puis comment s'appelle-t-il? Eben Alexander. Voilà, je pense que tout ce qui existe sur les expériences de mort imminente, je l'ai lu. Et voilà. J'ai toujours été passionnée de ces sujets-là. Et pour te donner une petite anecdote rigolote, pour le bac, on devait... je vais trop vite. Non, pas du tout, mais j'annonce. On va rire, je sens qu'on va Alors, je sais rire. pas si c'est drôle, mais c'est original. Pour le bac, on devait présenter des TPE. Oh, c'est déjà très très drôle. Oui. Pour travaux pratiques encadrés, une sorte d'exposé géant en quelque sorte, préparé sur l'année. Et j'ai réussi à persuader 2 de mes petits camarades de parler des expériences de mort imminente. T'en as tué un. Voilà. Non, mais c'est pour te dire que c'était Alors, oui, une d'accord. réelle passion. Et donc, on a rencontré une dame qui avait vécu ça, et qui, après être revenue, elle avait un cancer généralisé extrêmement grave. Ah, on rigole bien, ouais. Grosse rémission totale après son expérience de mort imminente. Et suite à ça, on avait d'ailleurs filmé l'interview, son mari a développé un don spontané d'écriture automatique.
de communication avec les oui. défunts par l'écriture automatique. Oui. Ah bon? Donc là, j'étais totalement mordue. À ce stade, autant dire que j'étais tombée dans la marmite. C'était à quel âge le TPE, tout ça? 17 ans. 17 ans. Oui. Écriture automatique qui venait de qui alors? Tu savais ça? De défunts. Oui, je me doute, mais de qui? Il avait eu je me souviens qu'il avait une petite fille qui lui avait parlé, qui souhaitait transmettre des messages à ses parents, qu'elle n'avait pas pu leur transmettre pour aider à leur deuil. Il m'avait montré des pages. Ouais. Donc tu es tombée dedans étant petite. Toute petite, voilà. Mais ça serait pas la future Stéphane Alix que j'ai face à moi. Écoute, seul l'avenir nous le dira. J'ai pas de prétention, je me laisse porter par ma passion. Tant que ça me nourrit, je continue et je me laisse porter là où le vent m'emmène sur ces sujets-là. J'ai jamais calculé quoi que ce soit, j'ai jamais cherché à écrire des livres spécialement. Bah ça y est, c'est fait, bon voilà. mais ça se fait, donc visiblement c'est prévu pour moi. On va dire ça. Ah, tu crois à la prédestination? Oui. Alors, donc on a eu guérisseur, on a eu écriture automatique, on a eu expérience de mort imminente. On n'a pas eu les extraterrestres. Les extraterrestres, j'ai pas personnellement eu d'expérience de cet ordre. Par contre, j'ai beaucoup écrit sur le sujet pour Inexploré. Rencontrer beaucoup de témoignages de gens. Effectivement, de gens qui ont été abductés pour certains, qui ont vu des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui ont des théories autour de pourquoi les ovnis apparaissent au-dessus des centrales nucléaires, au-dessus des volcans, au-dessus de zones spécifiques avec des... Voilà, Philippe Guimond, si j'avais interviewé, que tu dois connaître, qui avait une théorie, lui, sur les caractéristiques technologiques et le pourquoi du comment c'est possible que des objets apparaissent, disparaissent, accélèrent bien au-delà du possible. Non, je n'ai rien vécu relatif aux ovnis. Mais avec tes écrits sur les ovnis, je connais assez bien sur les extraterrestres, maintenant que tu connais bien le sujet, tu penses que c'est autre chose qu'un système pour vendre des livres et faire de l'audimat? Ça existe vraiment? Tu es convaincu de ce phénomène? Je suis convaincue que ceux qui expérimentent ça vivent quelque chose. Est-ce que c'est des êtres venus d'ailleurs? Est-ce que c'est un produit, par exemple pendant les expériences de mort imminente, certains voient, les chrétiens voient le Christ, les bouddhistes voient Bouddha, etc. Pourquoi est-ce que pendant des expériences de conscience modifiée, certains ne verraient pas ce que leur inconscient a? D'accord. Donc des ovnis, des extraterrestres. Pour moi, c'est des archétypes, en tout cas, c'est sûr et certain. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a de très nombreux témoignages de gens très sérieux, très sains de corps et d'esprit. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je ne le sais pas. J'ai interrogé récemment psychothérapeute Nicolas Dumont à ce sujet, qui avait écrit le Cerveau France, qui lui aussi a interrogé beaucoup de gens, et lui-même ne peut pas affirmer à 100%. Voilà. Oui, la véracité. Encore plus on sait que la forme peut tromper, enfin que les apparences sont trompeuses. Mais tu dis ça à quelqu'un qui a écrasé une fée. Alors tu penses bien que les apparences sont trompeuses et que même sous hypnose, et surtout sous hypnose, ce qui peut en ressortir comme témoignage n'est pas fiable. Exactement. Bon. Et puis, je sais pas, tu peux tomber dans les pommes dans un centre commercial, te cogner la tête sur le sol en marbre, et puis comme l'esprit a horreur du vide, notre cerveau a horreur du vide, des années plus tard, en séance d'hypnose, avoir l'impression que tu étais sur une table d'opération et qu'on t'a... dis donc, tu vas loin, toi. Oui. Non, mais je veux dire, c'est possible, mais je suis persuadée qu'il y a d'autres choses. Aurélie Aimé a raison gardée. Oui. Mais bien sûr qu'en tant que journaliste, tu prends la thèse et l'antithèse. Oui, tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Mais c'est parfait, ça. Mais là, tu me parles plus des abductés, de ceux qui se sont fait enlever, tripoter, puis après remis ailleurs, éventuellement avec des implants. Mais
le phénomène OVNI, il est incontestable maintenant. Alors, il y a pour des moi, radars et tout. Oui, on est d'accord. Alors, il est incontestable, mais c'est étonnant de voir que, par exemple, il a évolué au fil des siècles. C'est ce que disait le père Brune. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, vous avez remarqué qu'il y a de ça 50 ans, c'était des grosses soucoupes volantes tout pétalisées, et puis maintenant, c'est des magnifiques globes lumineux. Voilà. C'est très étrange. C'est pour ça que je m'interroge sur l'interconnexion de ces phénomènes avec notre conscience, ou avec la conscience de l'ensemble de l'humanité. Je ne dis pas qu'il y a rien, je dis juste que la forme que l'objet, la chose, est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est même matériel, si c'est détecté par les radars, certainement. Mais en tout cas, la forme que l'objet revêt serait liée à l'inconscient, aux archétypes de la société contemporaine, pour moi. Oui. Il y a les symboles et les archétypes Voilà. qui sont lourds. Voilà. On est aussi dans le transgénérationnel, alors, avec cette histoire de Tantine qui est morte en couche. Alors, on peut y aller à fond la caisse. Tu as étudié le phénomène aussi. J'ai plus qu'étudié, je me suis même formée. Ah oui. J'ai fait 2 années de formation à la psychanalyse transgénérationnelle au Jardin d'Idées avec Bruno Clavier. Au Jardin d'Idées, c'est à Paris, c'est un organisme d'idées, pardon. D'idées. Voilà, Au Jardin d'Idées. Il y a peut-être des Dédés, mais Dédé. il y a eu Didier Dumas qui a fait de la psychanalyse transgénérationnelle, qui est un des pères fondateurs, donc Dédé. Non, avec Bruno Clavier, effectivement, en fait, je suis d'origine arménienne par ma mère. Il y a eu beaucoup de non-dits autour du génocide, ou en tout cas très peu de choses de formulées, et je me disais qu'un tel drame ne pouvait pas... que de façon certaine, ce drame avait laissé des traces, non seulement sur les générations qui l'ont vécu, mais aussi pour les générations suivantes. Et j'ai toujours travaillé sur moi, je suis en psychothérapie depuis toujours, et je me disais que c'était vraiment un levier intéressant. Et que j'en savais trop peu, et que ça m'interrogeait d'en savoir si peu. Oui, et que l'affaire n'est pas close pour l'Arménie. Que l'affaire n'est pas close. Et les Arméniens. Voilà, l'affaire en plus n'est pas close. Qu'est-ce que... Enfin, excuse-moi, je ne fais pas de politique, mais vous êtes les plus proches des premiers chrétiens. Et vous êtes enclavés, géographiquement parlant, dans des frontières d'abrutis qui veulent vous piquer un bout de lopin de terre parce que ça les arrange et qui se moquent de votre vie et de votre spiritualité. Totalement. Bon, il y a d'autres drames sur la planète, mais l'Arménie, ça fait des décennies que c'est comme ça. Et alors que j'ai beaucoup d'amis arméniens parce que j'aime bien les diamants. Mais j'ai beaucoup d'amis arméniens et qu'est-ce que vous avez souffert et ça continue, nom d'un chien. Alors, est-ce qu'il vaut mieux ne pas être chrétien pour être un peu plus tranquille sur cette planète ? Je pense qu'il vaut mieux être discret quant à nos croyances religieuses. Mais vous êtes tellement mal situé là. On est mal situé, le territoire a été réduit à peau de chagrin. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. On parle beaucoup d'autres pays en guerre que je ne citerai pas, ce qui est bien, mais l'Arménie passe totalement à l'as parce que c'est des questions stratégiques. Et tout le monde s'en fout de l'Arménie. Tout le monde se fout de l'Arménie. Désolé. Et c'est ainsi. C'est affreux. C'est dramatique. C'est dramatique, ouais. mais bon. Voilà. Bon, écoute, donc, on va y arriver. Et je comprends donc qu'il y a un énorme poids dans toute famille arménienne, ne serait-ce que par respect avec ses ancêtres, qui va revenir d'une façon ou d'une autre, peut-être pas forcément transgénérationnelle, mais que forcément ce n'est pas abouti, ce n'est pas terminé, et que la lumière vaincra. Oui, reconnaître le génocide, c'est symbolique, mais c'est ce qui permet de libérer, d'avancer. Je suis un peu triste que des jeunes Arméniens de mon âge aient besoin d'aller manifester, de militer. Ils ont peut-être autre chose à faire, ils ont peut-être besoin de regarder vers l'avenir. Bon, dis donc, on a bifurqué comme des malades sur la géopolitique alors qu'on était on parlait de psychanalyse transgénérationnelle non, mais j'invite en tout cas tout le monde, chacun, à s'interroger sur son histoire de famille, sur les zones d'ombre, sur les tabous, sur les faux semblants, les cadavres cachés dans les placards. On appelle ça les fantômes transgénérationnels qui ont des répercussions sur nos automatismes, nos répétitions de schémas de vie, les accidents, tout un tas de choses. Tu sais, moi j'ai une petite théorie à la Yann Eric,
de karma familial, un peu comme le transgénérationnel, et que nous, sur Terre, en tant qu'êtres vivants, on a à travailler pour aussi aider nos défunts qui auraient peut-être raté quelque chose, et pour redorer un peu leur âme, pour leur permettre d'être un peu plus élevés. Comme nous sommes sur Terre, on a aussi la possibilité de rattraper leurs erreurs. Et je pense que ça doit être dans les deux sens, et que de là-haut, ils peuvent nous aider aussi à être meilleurs que ce qu'on pourrait être. Et que le karma familial, le fait d'avoir des enfants, permet justement de parfaire la lignée, les liens de sang d'une grande famille. Et qu'en dehors du temps, finalement, on est tous une famille. Oui, en dehors du temps et de l'espace, on reste reliés. Ça, j'en suis persuadée. Et je suis persuadée que le fait de libérer les cadavres dans le placard, d'alléger, de faire ce travail difficile, exigeant, et de remettre à plat tout ça. De remettre à plat, libère à la fois ceux qui ne sont plus là et à la fois les générations à venir. Exactement. Oui. Donc, et il y a la prière aussi, non, Madame la chrétienne, t'es chrétienne ou non, finalement je suis pas chrétienne, non, c'est fini maintenant. Non, j'aime pas trop maintenant, je suis mettre raélienne. Dans des cases. Non, mais je suis trop curieuse. Je suis trop curieuse. Allons, qu'est-ce que c'est que cette arménienne qui va me dire qu'elle n'est pas chrétienne? Dis-moi. Alors, je suis chrétienne de cœur, on va dire. Enfin, ça me touche. L'église arménienne, les chants liturgiques, l'encens. Voilà, tout ça, c'est mon enfance, c'est mes racines. Ça me touche énormément. Il y a plein de lieux chrétiens. Il y a beaucoup de lieux chrétiens. C'est nos racines, c'était racines aussi. En tant que Français, si t'es Français d'origine, je ne sais pas, mais... Absolument, je suis absolument Français. Donc évidemment, ça nous touche, mais moi j'aime beaucoup picorer. D'accord, et pour moi... d'accord, mais à part sexuellement, au niveau spirituellement, vous êtes dans quelle religion, Madame Aurélie? Je suis pas dans une religion. Non, c'est ça. Non, mais je suis touchée par... C'est fou le nombre de gens qui ne veulent plus assumer une religion et qui disent non, moi je parle de spiritualité, mais les religions, non, mais pourquoi? C'est fou, je rencontre plein de gens comme ça. Oui, effectivement, parce qu'il y a du bon à prendre dans chaque voie, que la méditation m'apporte tout autant que le fait de me relier à la Vierge Marie, aux énergies christiques ou que les derviches tourneurs, je les trouve fascinants, j'aimerais bien apprendre. Les mantras existent dans toutes les religions et je vois pas pourquoi je pourrais pas les réciter dans d'autres langues et qu'au final on arrive... J'ai fait un documentaire là-dessus qui s'appelle Ce qui nous relie. C'est au final, j'ai convoqué 4 représentants des religions dans des voies mystiques, donc des voies de pratique, de travail sur soi. Et finalement, le message est le même dans toute religion. Donc pourquoi avoir besoin de dire je suis ci, je suis là? Parce que ça se trouve demain, je trouverai des réponses dans une autre voie. Et j'aime pas trop les cases. Et en bon Gémeaux, j'aime papillonner, prendre à droite, prendre à gauche, faire la synthèse. Ça me correspond bien mieux en fait. Oui, je comprends toujours pas. Enfin, je comprends qu'il y a l'intellect qui prime peut-être sur le cœur. Ah non, pas l'intellect, justement. C'est une voie du cœur pour moi. De rester libre. De rester libre. Alors peut-être que je tiens à ma liberté. Non, mais c'est moi qui suis borné. Moi, je me dis au bout d'un moment, est-ce que vraiment toutes les religions se valent? Ou est-ce qu'il y a une religion qui est dans la vérité, ou en tout cas la plus proche de la vérité, et que les autres, au bout d'un moment, il faut tourner la page? Non, moi je pense que les textes sacrés originels, non déformés par des traductions hasardeuses, disent la même chose, et que quand on pratique, on en arrive aux mêmes états et aux mêmes conclusions. On se relie à la même chose. Je pense, ça j'en suis sûre. Donc après on peut mettre ce qu'on veut comme mot dessus, dire que c'est Dieu, que c'est Allah, que c'est un panthéon, peu importe, avec plein de dieux différents, mais finalement c'est tout la même chose pour moi. C'est tout la même chose. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Tout simplement. Je radote un peu, mais... Non, mais c'est bien de me répéter, parce que il faut quand même que... Tu as dû voir dans l'œil droit que ça passait pas vraiment. Alors, les lieux sacrés et mystérieux aux éditions Lotus et l'éléphant. 50 lieux de France, où on apprend pas mal de choses. Alors, moi, je me promène partout en France. Alors, j'en ai retrouvé pas mal, mais je vais pas dire ce que j'aime, parce que de toute façon, ça se retrouve sur l'élévation. À chaque fois que je me situe dans un lieu, je fais une petite vidéo. Mais j'aimerais savoir, sur les 50, puisque tu as élaboré ce livre choral avec tous ces auteurs qui t'ont aidé, j'aimerais savoir
quels sont les trois Le top 3. Ouais, le top 3. Le top 3. J'ai eu la chance d'aller à Lourdes il y a quelques mois que je ne connaissais pas. Et j'étais à la fermeture, il faisait nuit noire, il n'y avait plus personne. J'étais énormément touchée par l'énergie qui s'y trouvait, malgré le fait qu'il y ait un flot de touristes en permanence, que ce soit très dilué finalement. Mais la grotte de l'apparition mariale a une énergie très pure, très touchante. Et il n'y a rien à faire. On est juste touché par la grâce. Voilà. Il y a certains lieux que j'aimerais aller rencontrer, que je ne connais pas, comme Gavrinis. Qui est un site mégalithique et au sein duquel la lune vient frapper. Donc il y a deux grosses pierres au fond. La lune vient frapper une pierre à un certain, je ne sais plus quel cycle lunaire, et le soleil vient taper l'autre à un autre moment. Et finalement, les énergies des deux astres se réunissent dans l'édifice, et je trouve ça extraordinaire que des hommes du néolithique aient été capables d'orienter des sites et étaient sensibles aussi à des énergies dont nous, on est pour la plupart d'entre nous coupés. Et j'ai très envie d'aller sentir ce qui s'y passe, même si j'aime pas trop être enfermée dans des petits lieux sombres. Mais c'est une expérience initiatique aussi d'être dans un petit lieu sombre qui ressemble un peu au ventre de la Terre. Peut-être d'ailleurs que c'était une grotte initiatique comme les huttes de sudation amérindienne. Allez, donc savoir. Certainement. Voilà. Et, le 3. À Lyon, il y a Saint-Jean et Saint-Nizier, c'est deux des églises principales. Saint-Nizier est une très belle église gothique et elle dispose de 2 tours. L'une d'elles est en brique rouge et l'autre est en pierre blanche. Et de nouveau, donc celle en brique rouge est orientée du côté de la Croix-Rousse, qui est la colline besogneuse, donc associée au principe masculin, le travail, etc., avec la couleur rouge associée aussi au masculin. Et la tour blanche est tournée du côté de la colline de Fourvière, avec une église aussi dédiée à la Vierge Marie. Donc principe féminin, donc féminin-masculin associé dans cet édifice, qui est très beau, avec une énergie magnifique. Et, dans quel arrondissement ? C'est dans le 2e, au cœur de la presqu'île. D'autres lieux sacrés et mystérieux, avec ce livre d'Aurélie Aimé. Aux éditions Lotus et l'éléphant. On se quitte, c'est la fin de l'entretien. Déjà. Mais 2-3 petites questions très rapidement, comme ça, pour encore en connaître un peu mieux. Ha-ha ! Je t'appelais ha-ha. Alors, une grande spiritualité, une guérisseuse, tu m'arrêtes quand je dis des bêtises. Pas de contact avec des fantômes à ce jour, ni avec des extraterrestres. Fantômes, si. Ah si, fantômes, si. Ah, vite fait. Vite fait, allez, si tu veux. Ma maison actuelle est vieille, 1900, et quand j'ai emménagé très peu de temps après, j'ai été réveillée plusieurs fois par des cauchemars affreux d'assassinats, de trucs très sombres. C'est pas du tout mon style de rêve, hein. Moi, je rêve de chatons, de trucs très cool. Et une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu une ombre noire à côté de moi qui m'a terrifiée. J'ai vraiment senti une peur panique. Tu t'es réveillée. J'étais totalement 100% réveillée. Et là, et notre chambre est au grenier. Donc, c'est des lieux généralement où les énergies... C'est mieux qu'à la cave, tu me diras. Oui, c'est mieux qu'à la cave. Mais les énergies stagnent et puis il a pu se passer des choses au fil des décennies. Et donc, j'ai appelé immédiatement des amis qui savent identifier ce genre de phénomène et faire un nettoyage. Et dès la nuit suivante, c'était fini. Et le nettoyage, c'était une personne qui était ancrée au grenier pendant la guerre. T'as su pourquoi il y avait cette ombre qui te faisait peur ? Non, j'ai pas su, mais tu l'as pu retrouver. Je l'ai pas retrouvé, et je sais que quand je suis dans des états de fatigue, d'anxiété, de porosité, finalement, il y a de nouveau des moments où je fais des cauchemars et où, à l'occasion, je suis réveillée par... je sens une énergie négative qui vient me prendre, me parasiter, me saisir en quelque sorte et me faire que je me réveille en sursaut. Donc je veille à, alors même si je suis humaine, hein, mais je fais comme je peux, entretenir mon état énergétique, physique. Pour pas être poreuse. Pour pas être trop poreuse et voilà, pas laisser
ces petites bestioles. Bah oui, je vois que tu n'as pas la croix du Christ autour du cou, Ah non, naturellement. alors j'avais la Vierge autour du cou, j'ai oublié ma médaille là, j'ai une sublime médaille de la Vierge. La médaille de Notre-Dame à la rue du Bac, non? Non, t'as pas ça? Tu connais? non, je connais pas. Là pas là-dedans? Marie, non. Non. Oh là là, très très beau lieu. Ouais, À Paris même, juste derrière le Bon Marché. D'accord, ok, j'irai Une découvrir. médaille miraculeuse. Et une Catherine Labouré, qui était une nonne, enfin bref, tout le monde connaît, Je pratiquement. découvre. Et qui protège très très bien cette médaille miraculeuse. La preuve, je ne l'ai pas. Mais non, elle protège très très bien. Bon, ok. Alors sorcellerie, on n'a pas parlé de sorcellerie, pourtant avec Vincent Lauvergne. Bon, alors non mais. Sorcellerie, si je peux donner une anecdote amusante, quand j'étais on va encore ado, rire. j'avais un grimoire. Ah. Voilà, donc je faisais de la magie blanche. Oui, heureusement. Oui. Bon. C'était mon. Et c'était quoi alors? Qu'est-ce que tu as fait comme Je faisais tour des petits rituels. J'avais des encens, des plumes, Mais ça a j'allais sur marché, Internet. ça, Oui, ça marchait. Qu'est-ce qui a marché Je sais plus. Je faisais des petits rituels amoureux, comme une adolescente, tu vois. Oui. Tu jetais des sorts pour... Rien, non, jamais. J'ai toujours eu peur Des retours. Voilà, du retour de bâton. Donc j'ai toujours œuvré ou tenté d'œuvrer avec l'accord des autres et puis sans, voilà. Mais voilà, je l'ai toujours d'ailleurs, ce grimoire. Ce grimoire de sorcière. Qui a été édité. Non, c'était vraiment, je trouvais des formules sur Internet que je tu as écrit retranscrivais. toi-même. Ah oui, j'écrivais à la main. Ah, mais ouais, prochainement. Mais alors, le lotus et l'éléphant. Le grimoire d'Aurélie Aimée. ça vaudrait le coup. Mais bon, j'ai un petit côté sorcière, j'adore les plantes. Mais oui, mais ça serait très bien ton grimoire personnel. Oui, pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas Tu fais pas de l'écriture automatique un peu, toi? Je fais plus. Ah, mais t'as fait. J'ai J'en étais sûr. Ouais, et qu'est-ce que tu avais eu comme information en écrivant? En fait, j'interrogeais sur des problématiques que je vivais. Et tu as eu des bonnes réponses? J'ai eu des réponses, j'ai eu des confirmations généralement de choses que je savais déjà. Non. Et puis après, j'ai arrêté de jouer avec ça parce que je trouve que quand on est novice, on sait pas ce à quoi on touche. On sait que les apparences peuvent être trompeuses aussi. Et je préfère mettre mon énergie dans l'exploration, la découverte. Oui, un peu plus rationnel. L'expérimentation aussi, mais un peu plus rationnelle. Donc spiritisme de côté aussi? Spiritisme de côté. Non, ça je laisse de côté. Non, les rituels, je suis très rituel. J'ai écrit un livre aussi sur les plantes de fumigation. Le rituel, ça me semble essentiel, me relier à l'énergie des plantes en fonction de leur propriété, de leur esprit. Remettre du rituel, notre société a vraiment perdu ça. Pour donner un exemple, j'ai gardé un bout du cordon ombilical de ma fille. Elle est née il y a 5 mois, et quand elle aura 9 mois, ça fera 9 mois dedans, 9 mois dehors, on aimerait bien enterrer son petit bout de cordon et puis faire un petit rituel avec elle. J'ai eu peur. Je croyais qu'elle allait avoir un infanticide, enterrer ma fille, non, mais et puis garder le cordon. De marquer les passages, de faire ça en famille, de se réunir, d'amplifier l'énergie à l'œuvre et... Pour les enfants aussi, c'est des idées. Sur le coup, j'ai eu très très peur. Non, je ne veux pas enterrer ma fille. J'aime trop. Au fait, la réincarnation, c'est la fin de l'entretien depuis au moins 10 minutes. La réincarnation, oui, non, de prime abord, Alors, du côté de... moi, tout à fait, ça me parle tout à fait. Oui. J'ai déjà fait des régressions en hypnose. Oui, ça veut rien dire. Je sais pas. Je pense que la réincarnation existe. J'ai lu des livres à ce sujet-là, des témoignages d'enfants qui avaient des réminiscences, qui guidaient leurs parents dans des lieux où ils avaient vécu avec des informations très précises, des connaissances très pointues sur des choses qu'ils ne peuvent pas connaître à leur âge. J'aurais tendance à y croire, voilà. Bon. Mais j'ai eu quelques réminiscences, mais est-ce que c'est des souvenirs fabriqués ? En tout cas, je suis spontanément attirée par des choses qui me viennent pas de ma famille, qui me viennent de nulle part. Et mon interprétation serait que dans une vie antérieure, j'ai vécu à tel endroit. Par exemple, tout ce qui touche aux années 60, que ce soit la musique, les vêtements. Ça t'attire. Ça m'attire, ça me touche. Ça résonne en toi. Ah, ça me fait vibrer, ça m'anime. Et tu aurais été qui ? Je sais pas, je saurais pas te dire, mais années 60, l'époque des Beatles, des comédies musicales, des hippies, tout ça, T'aurais été dans le showbiz quand même de cette période-là ? Ouais, peut-être quelque Mais chose qui creuser, touche à la musique. Et tu jouais un instrument particulièrement ? Ah, je sais pas. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, l'Afrique aussi, j'ai eu des réminiscences, des images. Je pense que j'aurais été un homme en Afrique. Voilà, j'ai pas plus d'infos, j'ai vu des choses et c'est pareil, ça me parle.
Tu as vu des choses dans un état de conscience modifié voilà, ou des comment? voyages, soit des voyages chamaniques au tambour, des régressions. Ces thèmes-là revenaient. D'accord. Voilà. Point d'interrogation. Je Oui, serai gros fixée, point le jour d'interrogation. où je quitterai. Alors justement, dernière question, c'est promis. Comment tu te projettes, non pas dans ton futur immédiat, parce que là je m'inquiète pas, c'est la petite qui monte, comme la chaîne télé bien connue. Mais une fois que tu seras de l'autre côté, alors tu vois que tu vas revoir tes ancêtres, c'est ça, un semblant de paradis à la chrétien, tu sens que tu vas te réincarner 6 mois plus tard parce que tu n'as pas fini d'évoluer, ou tu penses que tu vas devenir une vénusienne sur une autre galaxie, comment tu vois, puisque tu as réfléchi là-dessus, comment tu vois notre vie après la vie terrestre? Alors peut-être que c'est ce que j'aimerais voir. Je sais certain que j'aimerais retrouver ce que j'ai aimé. Après, si on part du principe que la réincarnation existe, va savoir où il serait. Peut-être réincarné en lama ou en que sais-je. En que Ou- sais-je, la collection que sais-je? Voilà. Non, alors oui, pour moi, j'espère que qu'on garde une forme de conscience individuelle. Pour moi, en fait, l'après s'affranchit de toute forme de dualité. Donc on peut tout à la fois être un individu et une conscience tout à la fois se densifier, être matériel, immatériel, communiquer en s'affranchissant de la matière, d'esprit à esprit. D'accord, la fameuse goutte d'eau qui retourne à la mer et qui reste un tout en étant Voilà. une partie de la mer. C'est ce que j'imagine. Et j'imagine surtout me dire, ah, mais c'est vrai, j'étais dans un rêve et là je me réveille, c'est vrai que c'était un rêve. Et je suis contente de revenir à la maison. Je pense que ça me donne des frissons de le dire. Je pense que c'est Marguerite Cardos qui dit le petit rêve, il y a le petit rêve, et les petits rêves, c'est nos rêves de la nuit, et le grand rêve, c'est notre vie, notre incarnation, mais c'est pas la vraie vie, ça reste des rêves. Et voilà, je pense que on recouvre la mémoire aussi de tout ce qu'on est, de l'entièreté de ce qu'on est. Et ça doit être très ressourçant. Que du positif donc quand on sera passé de l'autre côté et du merveilleux. On l'espère, enfin tu l'espères, moi j'en suis certain. Aurélie Aimée, merci de m'avoir permis de te rencontrer. Merci à toi. Et puis à très bientôt, à suivre Aurélie Aimée et puis à lire son livre Lieux sacrés et mystérieux aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Merci Aurélie. Merci. Merci à vous. À bientôt.